Un antibiotique, c'est une substance utilisée contre les bactéries et il va soit être bactéricide, ça veut dire qu'il va tuer la bactérie, soit il va être bactériostatique et ça veut dire qu'il va bloquer ou arrêter la prolifération bactérienne. Chaque classe d'antibiotiques va agir sur un type ou plusieurs types de bactéries et on parlera de spectre d'action. S'ils agissent sur plusieurs bactéries différentes, on parlera de spectre large, et s'ils agissent sur un petit groupe de bactéries, alors c'est un spectre étroit. Ce sont les termes principaux qu'on va utiliser pour caractériser les différents antibiotiques. Il existe deux grands types de bactéries sur lesquels les antibiotiques vont agir, qui sont déterminés par la technique de coloration Gram. Les Gram négatifs, qui apparaissent roses au microscope, présentent une membrane externe, et les Gram positifs, qui eux apparaissent violets au microscope, ne présente pas de membrane externe. Il va y avoir directement le peptidoglycane en orange. Ce sont des Gram positifs parce qu'en fait, le réactif de la coloration de Gram arrive à passer et être positif, alors que dans le Gram négatif, à cause de cette membrane externe, il ne passe pas et donc c'est négatif. Par exemple, comme Gram positif, on va retrouver les staphylocoques et les streptocoques, et comme Gram négatif, il va y avoir Escherichia coli et les salmonelles qui sont des entérobactéries. Alors, de manière générale, les antibiotiques peuvent avoir trois types de cibles d'inhibition. Ils vont soit inhiber la synthèse de la paroi bactérienne, soit la synthèse protéique, soit la synthèse de l'ADN de la bactérie. On va commencer par parler des antibiotiques qui agissent contre la paroi bactérienne. Il y en a plusieurs. On va d'abord commencer par traiter des bêta-lactames, avec notamment la pénicilline et la céphalosporine, mais aussi les carbapénèmes et les monobactames et les inhibiteurs des bêta-lactamases. On va aussi avoir la phosphomycine et les glycopeptides. Je ne vais pas traiter de tous les antibiotiques qui inhibent la synthèse de la paroi bactérienne parce que ça prendrait beaucoup trop de temps, mais je vais parler vraiment des antibiotiques majeurs, les plus utilisés. Les bêta-lactames sont très importants à connaître car ils restent quand même les antibiotiques les plus utilisés, et surtout en première intention. Ils ont tous le même cycle bêta-lactame indispensable à leur activité. Ils peuvent agir contre les Gram négatifs qui ont des porines qui permettent à l'antibiotique de rentrer, mais également contre les Gram positifs qui ont leur peptidoglycane directement exposé, donc pas besoin de porines pour rentrer dans la bactérie. En vert, on a les PLP ou protéines liant les pénicillines, qui sont donc les cibles de ces antibiotiques. Ce sont en fait des enzymes qui vont synthétiser le peptidoglycane, donc la paroi bactérienne, qui sont les transpeptidases et la carboxypeptidase. Donc l'action de ces enzymes est indispensable à la survie de la bactérie, car sans paroi bactérienne, la bactérie va se vider de son contenu et mourir. Les bêta-lactames vont donc lier ces PLP grâce à leur analogie structurale avec le peptidoglycane, en mimant la structure déalanine du peptidoglycane. Donc après inhibition de ces PLP, il n'y aura pas de synthèse de la paroi et mort de la bactérie. Ils sont donc bactéricides. Un concept important à savoir, c'est que les bactéries résistent. La bactérie va donc trouver un moyen pour résister à ces bêta-lactames en synthétisant des bêta-lactamases, qui sont des enzymes qui vont détruire ces bêta-lactames. Heureusement, on a réussi à synthétiser des inhibiteurs des bêta-lactamases qui vont inhiber ces enzymes de résistance. Ça sera l'acide clavulanique et le tazobactam par exemple. Il faut bien comprendre qu'ils sont sans activité antibiotique propre. Ils vont simplement lier les bêta-lactamases de façon irréversible pour permettre aux bêta-lactames de fixer les PLP et continuer d'agir. Donc ils sont toujours associés aux bêta-lactames. Par exemple, dans les infections pulmonaires, l'augmentin est souvent prescrit et en fait c'est l'association d'amoxicilline et d'acide clavulanique, où l'acide clavulanique permet à l'amoxicilline d'agir contre les bactéries ayant développé des bêta-lactamases. La phosphomycine est un antibiotique bactéricide qui inhibe la synthèse de la paroi bactérienne en ciblant l'enzyme pyruvyltransférase. C'est le traitement de base des infections urinaires basses de la femme qui se traite par une prise unique de 3 grammes le soir. Mais c'est la seule indication qui n'est pas en association. Les phosphomycines sont toujours utilisées en injectable et associées à d'autres antibiotiques pour d'autres infections ostéo-articulaires ou neuroméningées à germes multirésistants. Elles sont donc importantes. On évite de l'utiliser en monothérapie car il y a un important risque de résistance rapide des bactéries par production de glutathion S-transférase qui va donner un dérivé de phosphomycine inactif et donc empêche l'antibiotique d'agir. Il faut savoir qu'elle est non métabolisée et qu'elle est éliminée par voie rénale sous forme active. Donc attention, chez l'insuffisance rénale, il faudra adapter la posologie à la clairance de la créatinine.
Il faut faire attention lors des perfusions veineuses car il y a des risques d'intolérance veineuse, mais aussi des troubles hydroélectrolytiques car elle apporte beaucoup de sel, donc il faut faire attention au risque d'hypernatrémie et d'hypokaliémie par augmentation de la kaliurèse. Les glycopeptides sont de grosses molécules à haut poids moléculaire, comme vous le voyez. Donc pas d'absorption par voie orale possible. Elles sont uniquement injectables, sauf pour la colite pseudomembraneuse à Clostridium difficile, où on va en fait boire la forme intraveineuse. Elle a en fait une action locale dans le tube digestif contre la bactérie. Donc il existe 2 glycopeptides, la vancomycine et la teichoplanine. Elles ont un spectre plutôt étroit car elles n'agissent que sur les grammes positifs. Pourquoi? Parce qu'en fait elles n'arrivent pas à traverser les porines des grammes négatifs puisque les molécules, comme vous l'avez vu, sont beaucoup trop grosses. Et pour pénétrer un gramme négatif pour détruire sa paroi, il faut passer par les porines. Elles sont connues pour être utilisées contre les staphylocoques résistants à la méticilline, qu'on appelle communément les SARM, et leurs principaux effets indésirables à connaître, c'est la néphrotoxicité et l'autotoxicité dose-dépendante. Il faut donc adapter la posologie en fonction de la fonction rénale, et l'autotoxicité peut se manifester par des vertiges, des acouphènes ou une surdité. Il faut donc surveiller les taux résiduels et faire un audiogramme fréquemment. Elles vont aussi avoir des toxicités un peu plus spécifiques, comme pour la vancomycine qui peut provoquer ce qu'on appelle le Redman syndrome, qui est une réaction anaphylactoïde grave, et la teichoplanine qui, elle, va être hépatotoxique, mais de manière générale, elle est moins toxique que la vancomycine. Passons maintenant aux inhibiteurs de la synthèse protéique, qui sont les macrolides, les tétracyclines et les aminosides. Alors déjà, comment est-ce qu'on fait pour inhiber la synthèse protéique des bactéries? Il faut commencer par comprendre la synthèse protéique qui débute par l'ADN. Il va y avoir la synthèse d'ARN messager à partir de cet ADN, ou ARNM. Cet ARN messager va être pris en charge par des ribosomes, composés de 2 sous-unités 30S et 50S. Ces ribosomes vont s'occuper de la synthèse des protéines, et donc les antibiotiques comme les aminosides et les tétracyclines vont tout simplement inhiber la sous-unité 30S des ribosomes qui ne pourront donc plus synthétiser les protéines à partir des ARN messagers. Les macrolides, eux, vont inhiber la sous-unité 50S des ribosomes. Alors commençons par les aminosides. La difficulté c'est que comme les macrolides, ils se terminent par mycine. Donc c'est un peu difficile de les différencier, mais pour les retenir, il y a cette phrase, les amis spectateurs de tag le stressé. Ça veut pas dire grand chose, mais c'est facile pour les retenir. Ami pour aminoside, spectateur pour spectinomycide, tag avec T pour tobramycine, A amikacine et G gentamycine, et stressé pour streptomycine. Voilà, comme ça c'est plus facile à retenir je trouve. On verra plus tard pour les macrolides comment on les retient. Donc les aminosides ce sont des antibiotiques injectables uniquement, qui ont une action qui est bactéricide rapide et puissant et concentration dépendant. Leur spectre d'action ce sont les bactéries aérobies. Du coup, leur résistance évidente naturelle va être les bactéries anaérobies. Et ces résistances se font par des inactivations enzymatiques. Ils présentent des effets indésirables avec la néphrotoxicité et l'autotoxicité, mais aussi un effet curarisant où en fait l'acétylcholine va diminuer à la jonction neuromusculaire et cela peut résulter en une paralysie respiratoire. Donc, vu les effets indésirables qu'ils peuvent provoquer, il faut limiter la durée de traitement à moins de 6 jours. Et il faut surtout surveiller le taux résiduel qui est en fait indicateur de la toxicité de l'antibiotique. Donc c'est un groupe d'antibiotiques où il faut vraiment faire attention à la toxicité. Les tétracyclines, comme leur nom l'indique, présentent 4 cycles dans leur structure, et c'est pour ça qu'elles se terminent toutes par cycline, avec doxycycline, limécycline, etc. Elles sont bactériostatiques avec un spectre large, mais elles présentent de nombreux effets indésirables. Du coup, elles vont avoir des indications particulières, comme les germes intracellulaires avec chlamydia et treponema de la syphilis, mais aussi la prophylaxie contre le paludisme transmis par le plasmodium, avec comme vecteur l'anophèle femelle, et aussi l'acné inflammatoire. Donc ces fameux effets indésirables, ce sont tout d'abord la photosensibilité, donc il faut éviter l'exposition au soleil durant le traitement, mais aussi des atteintes des dents chez les moins de 8 ans et des troubles musculo-squelettiques. Pourquoi? Parce que les tétracyclines peuvent se complexer aux ions calcium, et du coup cela implique une certaine interaction médicamenteuse avec les topiques intestinaux à cations. Il y a aussi un risque d'hypertension intracrânienne et de troubles digestifs avec diarrhée, ulcération œsophagienne. Du coup il est conseillé de le prendre avec un grand verre d'eau. Les résistances, elles vont être d'abord naturelles à Pseudomonas aeruginosa, mais aussi acquises avec des plasmides. Et en fait, ça se fait par production de protéines des flux qu'on appelle TET. Et donc, les bactéries, quand elles vont résister, elles
elles vont en fait faire sortir par ces protéines des flux l'antibiotique de la bactérie, donc il ne pourra plus agir. Le dernier groupe agissant sur la synthèse de l'ADN, ce sont les macrolides. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ils se terminent aussi par mycine comme les aminosides. Pour les retenir, il faut retenir la phrase « Aziz a hérité d'une jolie clarinette rouge spiralée ». Pareil, ça veut pas dire grand chose, mais c'est utile. Aziz pour azithromycine, hérité pour érythromycine, jolie pour josamycine, clarinette pour clarithromycine, rouge pour oxythromycine et spiralée pour spiramycine. Les macrolides sont des antibiotiques bactériostatiques et leur spectre d'action c'est les grammes positifs avec staphylocoque et streptocoque par exemple. Mais aussi les germes intracellulaires comme Legionella et Chlamydia. D'ailleurs, ils agissent bien sur ces germes intracellulaires car comme pour l'azithromycine particulièrement, elle a une bonne accumulation intracellulaire et du coup une prise unique suffit à traiter. La résistance naturelle logique, ça va être la plupart des grammes négatifs. Ce qui est aussi important à savoir chez les macrolides, c'est qu'ils ont un métabolisme hépatique et ils sont inhibiteurs enzymatiques du cytochrome 3A4. Il faut donc faire attention aux interactions médicamenteuses, mais aussi chez les insuffisants hépatiques. Donc comme je l'ai dit, ils ont une excellente diffusion tissulaire et intracellulaire, et leur effet indésirable, ce sont les troubles digestifs et pour l'érythromycine particulièrement, il y a un risque d'autotoxicité, d'allongement du QT et d'hépatite. On passe maintenant au dernier groupe qui inhibe la synthèse de l'ADN avec les quinolones et les sulfamides. Aujourd'hui, dans le groupe des quinolones, on n'utilise quasiment plus que les fluoroquinolones qui ont un fluor dans leur structure. On retrouve donc la norfloxacine, l'ofloxacine, etc. Donc vous l'avez bien vu, ils finissent tous par floxacine, donc facile à retenir. C'est un groupe d'antibiotiques bactéricides, concentration dépendant, qui agit en inhibant la topoisomérase 2, autrement appelée gyrase, chez les grammes négatifs. Et ils inhibent la topoisomérase 4 chez les grammes positifs. Car en fait, ces deux types de bactéries ne présentent pas la même topoisomérase. Les topoisomérases, ce sont des enzymes qui permettent de dérouler l'ADN. Donc si elles ne fonctionnent plus, l'ADN sera endommagé. Ce sont des molécules précieuses car elles ont un large spectre d'action et le problème c'est que les bactéries résistent déjà naturellement comme c'est le cas des streptocoques et des entérocoques. Ensuite il va aussi y avoir des résistances acquises chromosomiques qui sont fréquentes. Donc pour éviter ça, il faut limiter leur utilisation. Donc les traitements par fluoroquinolone ne doivent pas dépasser les 6 mois et on ne les utilise pas en traitement probabiliste. On les utilise uniquement lorsqu'on sait que le germe est sensible au fluoroquinolone. Comme tout médicament, elles ont des effets indésirables et ils sont assez nombreux. Il y a une photosensibilité, donc éviter l'exposition au soleil. Il y a aussi un risque de convulsion et de confusion, c'est pourquoi elles sont déconseillées chez les épileptiques. Elles peuvent provoquer un allongement du QT avec risque de torsade de pointe. Elles provoquent aussi des anémies hémolytiques, donc à éviter chez les gens avec un déficit en G6PD. Il y a des cas de tendinite et d'arthralgie, donc c'est à déconseiller en cas de tendinopathie. Et enfin, ils provoquent des troubles digestifs. L'autre chose à savoir, c'est qu'ils sont déconseillés chez les enfants de moins de 15 ans. Ce sont donc certes des antibiotiques de large spectre important, mais ils présentent quand même beaucoup d'effets indésirables, du coup ils sont à manier avec précaution. Les sulfamides, comme la sulfadiazine, présentent un groupement sulfamide dans leur structure, d'où leur nom sulfamide. On retrouve aussi le sulfaméthoxazole et la sulfadoxine. Donc ce sont des antibiotiques qui vont perturber la production de l'ADN, et pour ce faire, ils vont inhiber une enzyme, la dihydroptéroate synthétase ou DHPS. Leur particularité, c'est qu'ils sont généralement associés aux 2,4-diaminopyridine, comme le triméthoprime qu'on associe au sulfaméthoxazole. Cette association, on l'appelle le cotrimoxazole et la spécialité, c'est le Bactrim. Il y a aussi la pyrimétamine qu'on associe au sulfadoxine, et cette association est connue pour être utilisée dans la toxoplasmose. Ces 2,4-diaminopyridine vont inhiber une autre enzyme, la dihydrofolate réductase ou DHFR. Donc ces deux groupes ont une action propre qui est bactériostatique, mais lorsqu'on va les associer, ils vont donc tous les deux inhiber la synthèse de l'acide folique, et cela va engendrer une synergie d'action qui est bactéricide. Les sulfamides ont un spectre qui est très large, mais comme tous les antibiotiques, ils présentent des résistances qui sont déjà naturelles contre Mycobacterium tuberculosis responsable de la tuberculose, et aussi Pseudomonas aeruginosa. Ils présentent des résistances acquises qui vont être très fréquentes. Les effets indésirables à savoir sont la néphrotoxicité sous forme de cristallurie, donc contre-indication en cas d'insuffisance rénale sévère, et ils sont hématotoxiques en provoquant notamment des anémies, donc à ne pas utiliser en cas de déficit en G6PD et porphyrie. Elles provoquent aussi des hypersensibilités, des photosensibilités, donc à éviter en cas d'exposition aux UV, et enfin une hypercalémie, surtout pour le cotrimoxazole qui lui est connu pour être indiqué dans la pneumocystose. Voilà, c'était tout pour cette vidéo sur les antibiotiques, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo et surtout prenez soin de vous.